Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez un instant que vous êtes assis dans une salle d'audience. Les lumières se tamisent légèrement, le silence s'installe. Devant vous, une photographie est projetée sur un écran. Ce que vous voyez, ce n'est pas une simple image. C'est une pièce à conviction. Un petit corps, recroquevillé près d'une voie ferrée, marqué par la brutalité de gestes que vous n'auriez cru jamais possible. Vous êtes face à la première pièce d'un puzzle glaçant, l'affaire James Bulger. Nous sommes en février 1993 à Liverpool. La ville, frappée par la désindustrialisation et la pauvreté, connaît un climat social tendu. Les familles survivent difficilement, les centres commerciaux deviennent des lieux de distraction, parfois de surveillance mutuelle entre voisins. Mais ce jour-là, dans un centre commercial de Bootle, ce n'est pas l'économie ni le chômage qui font parler. C'est la disparition d'un enfant de 2 ans, James Patrick Bulger. Un petit garçon aux yeux bleus vifs est sorti avec sa mère pour une simple course, comme tant d'autres familles ce vendredi après-midi. Il suffit d'une minute, une seule minute d'inattention pour que tout bascule. Tandis que sa mère règle un achat dans une boucherie, James disparaît. Ce n'est pas un enlèvement brutal comme on l'imaginerait dans un film, non. C'est une main d'enfant tendue, 2 silhouettes plus grandes, qui l'entraînent doucement vers la sortie. Le scénario est si ordinaire que personne ne réagit. Des caméras de surveillance captent l'instant. James, qui marche main dans la main, avec 2 garçons d'une dizaine d'années. Sur le moment, personne n'y voit un danger. Qui aurait pu croire que ces 2 enfants étaient en train d'arracher James à sa vie ? Mesdames et messieurs les jurés, posez-vous cette question. Si vous aviez croisé ces 3 silhouettes ce jour-là, auriez-vous vraiment soupçonné le pire ou auriez-vous pensé, comme tous les autres passants, qu'il s'agissait simplement de frères accompagnant le plus jeune ? Car c'est là que réside le premier choc de cette affaire, la banalité apparente de la scène. Un enfant de 2 ans qui pleure un peu, tenu par la main par 2 plus âgés. Tout semble cohérent et pourtant, derrière cette image se cache une intention que personne n'aurait pu soupçonner. Plusieurs témoins se souviendront plus tard de l'avoir vu mal à l'aise, traîné par ses frères. Certains raconteront avoir hésité à intervenir, mais dans le doute, ils ont passé leur chemin. La société entière s'interrogera par la suite. Aurions-nous tous réagi de la même manière ? La tension monte dès l'instant où James franchit les portes du centre commercial. Le trajet commence et avec lui une marche infernale de plusieurs kilomètres. Les témoins se succèdent. Certains se souviennent d'un petit garçon qui pleurait, d'autres racontent avoir vu James trébucher. Mais personne ne s'interroge. Chaque fois que quelqu'un hésite, les 2 garçons trouvent une excuse, un mensonge. C'est notre petit frère, on le ramène chez nous. Et cela suffit à dissiper les doutes. Ce soir-là, quand la mère de James signale sa disparition, la police ne mesure pas encore l'ampleur de ce qui se joue. Un enfant perdu dans un centre commercial, ça arrive, mais rapidement. La vidéosurveillance change tout. James ne s'est pas seulement égaré, il est parti avec 2 garçons plus âgés. L'alerte est lancée, la ville s'organise, les recherches s'intensifient, les médias s'emparent de l'histoire, l'opinion publique s'inquiète. Et déjà, une question taraude tout le monde. Comment un enfant de 2 ans peut-il disparaître en plein jour, devant tant de témoins, sans qu'aucun adulte intervienne ? Mesdames et messieurs les jurés, permettez-moi de vous demander, dans cette situation, auriez-vous agi ? Ou auriez-vous fait partie de cette foule silencieuse qui a regardé passer James et ses frères sans s'arrêter ? Les heures passent, puis les jours. La disparition prend un tour tragique lorsque 2 jours plus tard, le corps de James est retrouvé près d'une voie ferrée à Walton. La découverte glace le sang des enquêteurs. Les blessures constatées ne laissent aucun doute. James a été victime de violences extrêmes. Mais ce qui choque encore davantage, c'est que les auteurs présumés ne sont pas adultes. La police, en visionnant les bandes de surveillance, identifie rapidement les suspects. 2 garçons de 10 ans.
Imaginez, mesdames et messieurs les jurés, l'incompréhension absolue qui s'empare du Royaume-Uni. 2 enfants capables d'intellect. La société vacille. Les unes des journaux s'enflamment. Les débats explosent dans les familles, dans les pubs, dans les écoles. Le gouvernement est interpellé. Peut-on juger des enfants comme des adultes ? Peut-on même admettre que 2 garçons si jeunes aient pu concevoir une telle cruauté ? À ce moment précis, la fracture se crée entre ceux qui considèrent ces enfants comme des monstres à punir sévèrement et ceux qui pensent qu'ils restent, malgré tout, des mineurs, des produits d'un environnement violent. Mais avant de nous précipiter dans ce procès médiatique, revenons à la scène fondatrice. Un centre commercial à un instant de distraction et 2 silhouettes qui amènent un petit garçon vers un destin tragique. Dans ce premier acte, nous avons dressé le décor. Un après-midi banal, une disparition en apparence anodine et une vérité qui se révélera insoutenable. Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes désormais immergés dans cette affaire, vous avez vu la première pièce à conviction. Vous ressentez cette tension, mais ce n'est que le début, car dans l'acte suivant, nous plongerons dans le cœur de l'enquête. Les images qui hantent encore aujourd'hui, les témoins qui n'ont rien vu ou rien voulu voir, et la lente montée de l'horreur. Le procès ne fait que commencer. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez qu'on éteigne à nouveau les lumières de cette salle. Sur l'écran, ce n'est plus une photographie figée, mais une bande vidéo en noir et blanc. Les images tremblent un peu, typiques de la surveillance des années 1990. Et soudain, vous le voyez, James, 2 ans, minuscule silhouette qui marche en tenant la main de 2 garçons plus âgés. Ces images deviendront célèbres, partagées dans le monde entier, car elles sont les dernières qui montrent James encore vivant. À ce stade, l'enquête vient de franchir un cap. Jusque-là, la police pensait rechercher un enfant perdu, mais grâce aux caméras du centre commercial de Bootle, une évidence éclate. James a quitté les lieux accompagné. Ce ne sont pas des adultes qui l'ont entraîné, mais 2 enfants. 2 silhouettes qui n'éveillent aucun soupçon immédiat, mais qui portent déjà l'ombre du drame. Les enquêteurs diffusent ces images, espérant que quelqu'un reconnaisse les suspects. La société tout entière se fige, les journaux, la télévision, la radio. Partout, l'affaire James Bulger occupe les gros titres. Les appels à témoins se multiplient rapidement, des personnes se manifestent. Elles se souviennent avoir croisé ces 3 enfants sur un pont, près des boutiques ou encore devant un canal. Certains décrivent un petit garçon qui pleurait, qui semblait réticent à suivre, mais personne, absolument personne, n'a appelé la police à ce moment-là. Mesdames et messieurs les jurés, laissez-moi vous interroger. Auriez-vous, vous, décroché votre téléphone en voyant cette scène ? Ou auriez-vous, comme tant d'autres, pensé qu'il s'agissait d'une dispute entre frères ? L'enquête révèle que James et ses 2 ravisseurs ont parcouru près de 4 km ce jour-là. 4 km à travers les rues animées de Liverpool, à la vue de tous. Les témoins sont nombreux. Certains disent avoir vu les garçons bousculer James, le pousser, même lui donner des coups. Mais à chaque fois, un détail banal désamorce le soupçon. Ce sont des enfants, rien de grave. Ce mécanisme de banalisation deviendra un point central de l'affaire. Personne n'a voulu imaginer l'inimaginable. Pourtant, si l'on additionne les témoignages, on obtient une mosaïque terrifiante. Une femme se souvient avoir vu James pleurer et refuser d'avancer. Un homme dit avoir aperçu une trace de sang sur le front du petit, mais s'est convaincu qu'il s'agissait d'une simple chute. D'autres encore ont remarqué l'air agité de 2 garçons, mais n'ont pas voulu créer de scandale en les arrêtant. Tous ces fragments reconstituent un itinéraire de souffrance, un cheminement où l'innocence de James s'éteint pas à pas. Mesdames et messieurs les jurés, comprenez bien ce qui se joue. Nous ne sommes pas dans une fiction, nous sommes face à un fait réel, documenté, reconstitué témoignage après témoignage. Et plus l'enquête avance, plus le tableau devient insoutenable. La pression médiatique devient énorme. Les journaux publient la photo de James, ce petit visage souriant, contrastant avec l'horreur qui est en train de se dérouler. La télévision diffuse les images granuleuses de la vidéosurveillance. La population britannique est saisie d'effroi. Comment un enfant de 2 ans a-t-il pu disparaître en plein jour sans que personne ne l'arrête ?
la colère et la culpabilité collective commencent à monter. Au poste de police, les enquêteurs tentent de garder la tête froide. Ils passent des heures à recouper les témoignages, à comparer les versions, à analyser les images, image par image, et tout le trajet de James. Ce travail minutieux devient la clé de l'affaire. On trace sur une carte les 4 kilomètres parcourus. On note chaque lieu, chaque témoin, chaque hésitation. C'est une véritable enquête en filigrane, où chaque minute compte. Pendant ce temps, la mère de James, Denise, vit un cauchemar éveillé. Devant les caméras, elle supplie qu'on lui rende son enfant. Sa douleur transperce l'écran, sa voix tremble, mais son appel est clair. Aidez-moi à retrouver James. Ces images de la mère effondrée sont aussi marquantes que celles de la vidéosurveillance. Elles humanisent l'affaire, elles montrent que derrière le dossier judiciaire, il y a une famille détruite. Mesdames et messieurs les jurés, posez-vous la question. Que feriez-vous si c'était votre enfant qu'on voyait disparaître sur ces images ? À mesure que l'affaire prend de l'ampleur, l'indignation traverse les frontières. La presse internationale s'empare du dossier. Des articles paraissent en France, aux États-Unis, en Australie, partout on s'interroge. Comment 2 enfants de 10 ans ont-ils pu échapper à la vigilance collective et amener un petit de 2 ans vers une fin aussi tragique ? Cette affaire devient un miroir des peurs universelles, la perte de confiance dans la sécurité publique, la vulnérabilité de l'enfance, l'incapacité des adultes à protéger les plus faibles. Liverpool vit au rythme de l'enquête. Les habitants se sentent impliqués. Des battues s'organisent, des appels à la vigilance circulent. Les parents surveillent davantage leurs enfants. Le climat social déjà tendu devient électrique. Les rumeurs se répandent. Chacun croit savoir quelque chose, chacun cherche à comprendre comment cela a pu arriver. Mais il est trop tard. 2 jours après la disparition, la vérité éclate. Le corps de James est retrouvé près de la voie ferrée de Walton. La nouvelle traverse le pays comme une onde de choc. L'espoir fait place à la sidération. Tout le monde comprend que ces 2 silhouettes, que tant de témoins ont vu, n'ont pas seulement amené James pour une fugue, elles l'ont conduit à la mort. Cet acte 2, mesdames et messieurs les jurés, vous a plongé dans le cœur de l'enquête initiale. Les dernières images de James vivant, les témoins passifs, la marche macabre, reconstituée pas à pas. Vous avez vu comment les médias ont amplifié la peur, comment la mère de James est devenue l'incarnation de la douleur, et comment la société tout entière s'est sentie coupable de n'avoir rien fait. Mesdames et messieurs les jurés, je vois qu'une partie d'entre vous écoute sans être abonné. Allez, un petit clic sur s'abonner sur Spotify, Apple Podcast ou là où vous m'écoutez. Et on continue l'affaire ensemble car ça m'aide grandement à faire grandir le podcast. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, l'image est désormais claire dans vos esprits. James n'était pas perdu, il a été conduit par 2 enfants de 10 ans. Nous entrons maintenant dans le cœur sombre de cette affaire. Le trajet macabre de 4 kilomètres, ponctué de violence, d'humiliation et de cruauté croissante. C'est ce que nous appelons dans ce procès imaginaire le chemin de la cruauté. Les enquêteurs ont reconstitué ce parcours étape par étape. Chaque témoin, chaque détail, chaque trace laissée par James et ses ravisseurs vient compléter le puzzle. Ce qui aurait pu sembler anodin au départ prend une autre dimension car ces 2 garçons, Robert Thompson et John Venables, n'ont pas seulement amené James, ils l'ont soumis à un supplice progressif comme une lente descente aux enfers. Au début du trajet, James pleure, trébuche, demande sa mère. Les 2 plus grands lui donnent des coups, parfois dans les côtes, parfois à la tête. Plusieurs témoins voient la scène. Certains hésitent à intervenir, mais les excuses des enfants suffisent à masquer la vérité. C'est notre petit frère, il est capricieux. Cette phrase, répétée encore et encore, devient une arme. Elle endort la vigilance des adultes. À mesure que le parcours se poursuit, les violences s'intensifient. James est frappé à plusieurs reprises avec des objets trouvés en chemin. À un moment, il reçoit un coup si fort qu'il saigne au front. La trace est visible, certains témoins s'en souviendront. Mais personne n'arrête le trio. La normalité protège encore les coupables. Les enfants passent par un canal, là
Il tente de pousser James dans l'eau, mais le petit garçon résiste, s'agrippe. Le pire est évité. Provisoirement. Les bourreaux s'impatientent. Le trajet continue, ponctué de pauses, où il semble hésiter entre jouer et frapper. Cette alternance rend le récit encore plus insoutenable. L'innocence de l'enfant et la cruauté la plus brute cohabitent. Car ce chemin n'est pas terminé. Plus les kilomètres avancent, plus la cruauté se déchaîne. Les garçons jettent de la peinture bleue sur le visage de James, trouvé dans un pot volé à proximité. Ils l'humilient, le transformant en jouet de leur violence. Ils le traînent par terre, le tirent brutalement par la main. Des passants les croisent encore. Certains décrivent une scène étrange, mais personne ne pense au pire. Un témoin se rappellera avoir croisé James, le visage taché, titubant. Il avait pensé à signaler la scène, mais il s'était dit que c'était pas son rôle. Cet échec collectif, cet aveuglement social, reste l'un des aspects les plus glaçants de l'affaire. L'étape suivante est la plus marquante. Un terrain vague, un espace isolé près de la voie ferrée. Là, loin des regards, la violence atteint son paroxysme. Les enfants frappent James avec des briques, des pierres, des barres de fer trouvées sur place. Les blessures s'accumulent. Le petit garçon s'effondre à plusieurs reprises, mais il le relève, insiste, continue. Leur acharnement est inexplicable. C'est ici que James Bulger subit l'essentiel de son calvaire. Les enquêteurs, en reconstituant les faits, notent la logique presque méthodique de ce passage à tabac. Les coups sont multiples, infligés avec une brutalité inouïe. Le corps de James portera plus de 40 blessures distinctes. À 10 ans, Thompson et Venables se comportent comme des bourreaux déterminés, dépassant largement le simple jeu violent ou la bagarre d'enfants. Mesdames et messieurs les jurés, cette question vous est destinée. Comprenait-il vraiment ce qu'il faisait ? Ou était-il simplement happé par une spirale de violence qu'il ne maîtrisait plus ? Pour certains experts, cette escalade révèle une volonté de dominer, de tester les limites de la souffrance humaine. Pour d'autres, elle illustre l'absence totale de repères éducatifs, une enfance livrée à la violence domestique et sociale. La psychologie criminelle voit dans ces cas une combinaison de sadisme précoce et de mimétisme de comportements observés dans leur environnement. Mais quel que soit le prisme, le résultat est identique. James subit un martyre que ni son âge, ni son innocence, ni sa vulnérabilité ne pouvaient protéger. Avant de conclure cet acte, souvenons-nous que ce chemin n'a pas été seulement un parcours physique, c'est aussi une descente morale. À chaque pas, James s'éloignait de la sécurité et se rapprochait de sa fin tragique. À chaque pas, la société manquait une occasion de l'arrêter. Les témoins, les passants, les adultes, tous ont vu, mais aucun n'ont agi. Ce chemin de la cruauté restera gravé dans l'histoire criminelle britannique comme une succession d'occasions manquées et de violences accumulées. Et il nous amène inexorablement vers l'acte suivant, le crime lui-même, la scène finale, insoutenable, au bord de la voie ferrée. Mesdames et messieurs les jurés, nous voici arrivés au point de non-retour. Jusqu'ici, nous avons suivi James Bulger dans sa marche infernale. Nous avons vu les hésitations, les violences progressives, l'indifférence des passants. Mais l'histoire atteint maintenant son sommet tragique. Le crime lui-même, la scène finale et la découverte du corps. Le 14 février 1993, 2 jours après la disparition, 2 adolescents explorent les abords de la voie ferrée de Walton, à Liverpool. Ils pensent trouver des objets perdus, peut-être quelques trésors abandonnés. Mais ce qu'ils découvrent restera à jamais gravé dans leur mémoire. Là, sur les rails, repose le corps d'un enfant, petit, inerte, marqué par une violence insoutenable. C'est James Bulger. Les policiers dépêchés sur les lieux sont saisis d'horreur. Ce qu'ils voient dépasse l'entendement. Le corps de James porte plus de 40 blessures distinctes. Contusions, fractures, lésions multiples. La brutalité des coups reçus révèle une volonté d'acharnement.
Les enquêteurs comprennent rapidement que l'enfant a été frappé à coups de pierre, de briques, et même à l'aide d'une barre métallique récupérée sur le site ferroviaire. Mesdames et messieurs les jurés, prenez un instant pour imaginer cette scène horrible. Un enfant de 2 ans, fragile, incapable de se défendre, face à 2 bourreaux de 10 ans. Pouvez-vous concevoir un tel déséquilibre de force ? Les analyses médico-légales confirmeront la cruauté de l'agression. Les blessures sur le crâne de James sont particulièrement graves, suffisantes à elles seules pour entraîner la mort. Mais les traces sur tout son corps prouvent qu'il a été victime d'une série de violences prolongées, comme si ses agresseurs avaient voulu multiplier les souffrances. L'horreur ne s'arrête pas là. Son corps a été placé volontairement sur la voie ferrée, dans l'espoir que le passage d'un train dissimule les causes réelles de sa mort. Cette tentative de dissimulation révèle une conscience du crime, même partielle, de la part des agresseurs. Mesdames et messieurs les jurés, voilà une question capitale. Ces 2 garçons, savaient-ils ce qu'ils faisaient en tentant de cacher leurs gestes derrière un train ? Était-ce l'instinct de l'enfant cherchant à éviter une punition ou déjà l'esprit criminel qui calcule ? La découverte du corps bouleverse Liverpool. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La police confirme la mort de James. Les médias s'emparent de chaque détail. Les unes des journaux titrent sur la barbarie. La société tout entière vacille. Ce n'est plus une disparition inquiétante. C'est un meurtre d'une sauvagerie inouïe et les auteurs ne sont pas encore identifiés publiquement. Au commissariat, les enquêteurs reprennent chaque témoignage, chaque bande vidéo. Les indices convergent. Rapidement, 2 noms émergent. Robert Thompson et John Venables. 2 garçons de 10 ans, déjà connus, pour des absences scolaires répétées, des comportements violents et des vols mineurs. Mais jamais personne n'aurait pu imaginer une telle escalade. L'identification des suspects dans les jours qui suivent sera un nouveau choc. Revenons à la scène de crime. Le terrain vague près de la voie ferrée raconte une histoire muette, mais terrifiante. Les empreintes retrouvées, les traces de sang, les objets abandonnés permettent de reconstituer l'acharnement. Des pierres tachées de rouge, des briques éclatées, la barre de fer déformée, autant de preuves de la brutalité des coups. Les enquêteurs, expérimentés pourtant, témoigneront plus tard de leur sidération. Certains diront que c'était la scène la plus atroce de toute leur carrière. Mesdames et messieurs les jurés, je vous interroge. Comment réagiriez-vous, vous, en découvrant le corps d'un enfant dans un tel état ? Comment continueriez-vous à croire en l'innocence de l'enfance après cela ? Le choc dépasse les frontières du Royaume-Uni. La presse internationale reprend l'affaire. Les images de James, souriant, circulent à travers le monde. Partout, l'incompréhension domine. La question n'est plus seulement de qui a tué James Bulger, mais comment 2 enfants de 10 ans ont-ils pu commettre un tel crime ? L'autopsie, détaillée, confirme ce que les enquêteurs craignaient. James a subi un véritable martyre. Les médecins légistes révèlent des blessures sur presque toutes les parties du corps. Certaines sont le résultat de coups directs, d'autres de chutes forcées. La multiplicité des lésions montre que l'agression a duré de longues minutes, peut-être plus d'1 heure. Pour les experts, cela ne laisse aucun doute. Il ne s'agit pas d'un accident ni d'un geste isolé, mais d'un passage à tabac prolongé, conduit par une cruauté effroyable. La tentative de cacher le corps sur la voie ferrée ajoute une dimension dramatique. Les enquêteurs comprennent que les auteurs voulaient simuler un accident, mais la supercherie ne tient pas. Les blessures, trop nombreuses et trop variées, parlent d'elles-mêmes. La vérité éclate au grand jour. James a été assassiné. Dans les rues de Liverpool, la colère gronde. Les habitants organisent des veillées, des marches blanches. La douleur est collective. Les parents tiennent leurs enfants plus près d'eux. Les écoles redoublent de vigilance. On parle de perte d'innocence pour toute une génération. Les passants qui avaient croisé James ce jour-là sont rongés par la culpabilité. Certains avoueront qu'ils se sentent responsables, qu'ils auraient dû intervenir. Mais il est trop tard. Cet acte 4, mesdames et messieurs les jurés, vous a conduit sur la scène du crime elle-même. Vous avez vu la violence extrême infligée à James. Vous avez entendu les conclusions médico-légales, vous avez compris la tentative maladroite de dissimulation. Nous avons quitté le doute pour entrer dans la certitude.
Ce n'était pas une fugue, ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Dans l'acte suivant, nous quitterons la scène de la voie ferrée pour entrer dans une autre salle, celle du tribunal, là où Robert et John, 2 enfants de 10 ans, seront appelés à répondre de leurs actes. Et c'est vous, mesdames et messieurs les jurés, que j'invite à entrer dans ce procès unique, où l'innocence de l'âge se confronte à l'horreur du crime. Mesdames et messieurs les jurés, l'heure est venue de quitter la scène de crime pour entrer dans une autre salle, celle du tribunal. C'est ici que la société britannique tout entière s'est retrouvée face à un dilemme historique. Comment juger 2 enfants de 10 ans accusés du meurtre d'un enfant de 2 ans? Dès l'identification de Robert Thompson et John Venables, l'émotion est à son comble. La police reçoit des informations décisives après la diffusion des images de vidéosurveillance. Des camarades d'école, des voisins reconnaissent les 2 silhouettes. Lorsque les enquêteurs se présentent à leur domicile, ils découvrent 2 garçons, issus de familles brisées, marquées par la pauvreté, la violence domestique et l'échec scolaire. Pourtant, rien de cela n'atténue le choc. Ce sont bien eux qui ont amené James Bulger jusqu'à la voie ferrée. Le 20 février 1993, les 2 garçons sont inculpés pour enlèvement et meurtre. L'opinion publique est en feu. La presse titre sur la barbarie, la monstruosité. Jamais, dans l'histoire récente du Royaume-Uni, des enfants si jeunes avaient été accusés d'un crime d'une telle ampleur. Les débats se multiplient. Faut-il les juger comme des enfants ou comme des adultes? Faut-il privilégier la réhabilitation ou la punition exemplaire? Le procès s'ouvre le 1er novembre 1993 à la cour de Preston, dans le Lancashire. L'ambiance est électrique. Les mesures de sécurité sont renforcées. Des manifestants se pressent devant le tribunal. Certains brandissent des pancartes appelant à la peine de mort. La colère est telle que les autorités craignent pour la sécurité des accusés et de leurs familles. À l'intérieur, le contraste est saisissant. 2 enfants de 10 ans, assis dans le box d'accusés, confrontés à des juges, des avocats et à l'ensemble du système judiciaire adulte. Mesdames et messieurs les jurés, je vous interroge. Comment réagiriez-vous en voyant 2 enfants jugés comme des criminels adultes? Auriez-vous de la compassion ou seulement de la colère? Durant le procès, les détails du calvaire de James sont exposés avec précision. Les témoins défilent, les experts médico-légaux décrivent les blessures, les enquêteurs relatent la scène de crime. Chaque mot pèse lourd. Le public, la presse, les familles sont confrontées à la cruauté nue. Les accusés, eux, paraissent parfois détachés, parfois en pleurs. Leur attitude trouble encore davantage l'opinion publique. Les avocats de défense plaident l'immaturité, l'incapacité à mesurer les conséquences de leurs actes. Ils décrivent des enfances brisées, marquées par la négligence, la maltraitance et l'absence de repères. Mais face à eux, l'accusation insiste. Les preuves montrent une volonté claire, des gestes répétés, une tentative de dissimulation du corps. Pour le procureur, il ne s'agit pas de simples enfants turbulents, mais de meurtriers conscients de leurs actes. Mesdames et messieurs les jurés, où placez-vous la limite entre l'innocence et la culpabilité? Un élément clé du procès réside dans la manière dont la justice britannique traite les mineurs. Jusqu'alors, un enfant de 10 ans était considéré comme capable de discernement pénal, mais jamais une affaire d'une telle ampleur n'avait été jugée avec des accusés si jeunes. Les débats parlementaires s'enflamment, la société se divise. Certains réclament un abaissement de l'âge de la responsabilité, d'autres demandent des réformes pour protéger les mineurs de la machine judiciaire. Le procès se déroule sur 3 semaines. Chaque jour apporte son lot de révélations et de tensions. Les journalistes retransmettent minute par minute. Les familles de James, anéanties, assistent à chaque audience, confrontées à l'insoutenable. Les mères des accusés, elles, apparaissent sous le feu des critiques, accusées d'avoir échoué dans leur rôle parental. La dimension sociale et morale de l'affaire dépasse largement les murs du tribunal. Finalement, le 24 novembre 1993, le verdict tombe.
Robert et John sont déclarés coupables du meurtre de James Bulger. Le juge les condamne à une peine de détention indéterminée, avec une durée minimale de 8 ans. Cette décision provoque un tollé. Pour beaucoup, 8 ans semble une peine dérisoire face à l'horreur du crime. Des pétitions circulent réclamant un allongement de la peine. Sous la pression populaire, le ministre de l'Intérieur portera plus tard cette durée minimale à 15 ans. Mesdames et messieurs les jurés, qu'en pensez-vous ? La justice doit-elle se plier à l'opinion publique ou rester indépendante, même face à l'émotion collective ? Le procès de Thompson et Venables marque un tournant. Pour la première fois, 2 enfants sont jugés avec un protocole quasi identique à celui des adultes. Leur anonymat est levé, leur visage publié dans la presse. Leur statut d'enfant ne les protège plus. Le Royaume-Uni tout entier les considère désormais comme des criminels. Mais cette décision pose une autre question. Qu'adviendra-t-il d'eux après la peine ? Peuvent-ils être réhabilités, réinsérés ? Ou resteront-ils à jamais prisonniers de ces actes monstrueux ? Les experts en criminologie, les psychiatres, les travailleurs sociaux se penchent sur leur cas. Certains affirment qu'une réhabilitation est possible, que la jeunesse offre une plasticité psychologique permettant une seconde chance. D'autres jugent que la gravité du crime scelle définitivement leur destin. L'opinion, elle, reste tranchée. La majorité réclame la sévérité, peu croit en une rédemption. Ce procès devient un symbole des peurs collectives, de la colère sociale, mais aussi des failles d'un système judiciaire face à l'impensable. Ils interrogent le rôle de la justice. Punir, protéger, éduquer. Mesdames et messieurs les jurés, ce débat vous concerne aussi. Comment jugeriez-vous, vous, 2 enfants de 10 ans, coupables d'un crime abominable ? Le procès terminé, Thompson et Venables sont envoyés dans des centres de détention pour mineurs, sous très haute surveillance. Leur vie bascule, mais la société, elle, ne guérit pas. L'affaire James Bulger laisse une cicatrice profonde, une blessure qui ne se refermera pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans l'acte suivant, nous allons découvrir ce qui est advenu après le procès, la détention, la libération, les identités protégées et surtout, les fantômes qui continuent de hanter cette affaire plus de 30 ans après. Mesdames et messieurs les jurés, le verdict est tombé. Robert Thompson et John Venables ont été reconnus coupables du meurtre de James Bulger. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce procès n'a pas seulement marqué la justice britannique, il a laissé des cicatrices profondes dans la société, dans les familles et jusque dans les consciences collectives. Cet acte final vous amène au-delà du tribunal, dans l'après-coup, là où l'ombre de ce crime continue de planer. Après leur condamnation, Thompson et Venables sont envoyés dans des centres de détention pour mineurs. Ils y resteront jusqu'à leur majorité. Durant ces années, ils bénéficient d'une éducation, d'un encadrement psychologique et surtout d'une protection stricte. Car dehors, la colère ne faiblit pas. Leurs noms, leurs visages sont connus. S'ils étaient libérés sans protection, ils risqueraient le lynchage. Le gouvernement décide donc qu'à leur sortie, ils obtiendront de nouvelles identités, une chance de recommencer à zéro. Mesdames et messieurs les jurés, que pensez-vous de cette décision ? Offrir une nouvelle identité à des meurtriers d'enfants, est-ce un acte de justice ou une trahison envers la mémoire de James ? En 2001, après 8 ans de détention, les 2 garçons devenus jeunes adultes sont libérés. Sous des noms d'emprunt, ils intègrent la société, mais leur liberté ne ressemble pas à celle des autres. Chaque mouvement est surveillé, chaque révélation potentielle est un danger. Robert Thompson choisit la discrétion absolue. Depuis sa libération, il n'a plus jamais refait parler de lui. Certains y voient la preuve d'une réinsertion réussie. D'autres estiment qu'il a simplement su rester dans l'ombre. John Venables, en revanche, connaît un parcours bien plus chaotique. À plusieurs reprises, il viole les conditions de sa liberté. En 2010, il est arrêté pour possession d'images pédopornographiques. Cette révélation choque une nouvelle fois l'opinion publique. Comment celui qui avait déjà participé à l'un des crimes les plus odieux du siècle a-t-il pu récidiver d'une autre manière ? Pour beaucoup, cela confirme l'idée
qu'il était irrécupérable. Pour d'autres, cela illustre les limites du système de protection et de réhabilitation mis en place. Mesdames et messieurs les jurés, posez-vous cette question. Un enfant meurtrier peut-il vraiment changer? Ou son crime initial est-il le reflet d'une nature irréversible? Du côté de la famille Bulger, la douleur ne s'est jamais apaisée. La mère de James, Denise, a mené pendant des années un combat pour que justice soit rendue pleinement, pour que la mémoire de son fils ne soit jamais oubliée. Elle a dénoncé la libération anticipée, les nouvelles identités, la protection offerte aux coupables. Pour elle, comme pour beaucoup, la justice n'a pas été à la hauteur du crime. Le père de James, lui, s'est effondré sous le poids de la tragédie. Le couple des parents n'a pas survécu, détruit par la douleur. L'affaire James Bulger a profondément marqué la culture britannique. Des lois ont été discutées, des réformes sur la responsabilité pénale des mineurs ont été envisagées. Le débat reste entier. Faut-il abaisser l'âge de la responsabilité ou au contraire, renforcer les mécanismes de protection des enfants délinquants? Chaque nouveau fait divers impliquant des mineurs violents relance ce débat, toujours teinté du spectre de l'affaire de Bulger. Aujourd'hui encore, plus de 30 ans après les faits, cette affaire continue de hanter les esprits. Des documentaires, des livres, des débats télévisés, des podcasts lui sont consacrés. Chacun y cherche une réponse, une explication, une leçon. Mais il n'y en a pas. Il reste seulement un vide, une absence. Celle de James, 2 ans, victime de la cruauté de 2 enfants, à peine plus âgés que lui. Mesdames et messieurs les jurés, permettez-moi une dernière question. Que retenez-vous de cette affaire? La faillite d'une société incapable de protéger ses plus vulnérables? L'horreur d'un crime qui défie l'imagination? Ou l'éternelle interrogation sur la part des responsabilités des enfants dans leurs actes? En refermant ce dossier, souvenons-nous de James Bulger, non pas comme d'une victime, mais comme un petit garçon dont la vie aurait dû être faite de jeux, de rire et d'avenir. Sa mémoire impose le respect, et son histoire impose une réflexion. L'affaire James Bulger n'est pas seulement une tragédie, elle est un miroir tendu à notre humanité, une question posée à chacun d'entre nous. Que signifie protéger l'enfance? Et souvenez-vous que, parfois, la justice n'apporte pas toutes les réponses, mais qu'elle nous oblige à regarder en face les questions les plus douloureuses. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous mardi pour une nouvelle affaire.